on est la dernière génération qui sait comment c'était avant. Il faut qu'on rentre quelque chose dans nos têtes et qu'on se dise que les petits de maintenant, la technologie c'est inéluctable. Donc on a beau avoir des gens qui sont contre les écrans, qui vont être partisans d'une éducation sans écran, mais il faut savoir qu'aujourd'hui les jeunes ils savent pas faire ça. Et ça va être de pire en pire. Quitte à ce que les enfants soient face à la technologie, autant la rendre agréable, la cadrer et autant l'utiliser à bon escient pour développer la potentialité des enfants. AVS avec Philippe Robichon. Et on va parler de l'apprentissage des langues ce matin. Bonjour, bienvenue. Rejoignez-nous avec notre invité qui s'appelle Redouane Bouchane. Bienvenue. Merci. Vous êtes porte-parole de Mirabeau. La technologie au service de l'apprentissage d'une langue, c'est une belle aventure. Ça part d'abord d'un incubateur, Ah non, ça part d'une chambre. Ça part de la chambre de mon associé. Alors c'est pire que ça, alors. Exactement. Dans sa cité à Châtenay-Malabry, Ahmed, qui j'espère nous rejoindra. Du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment, elle est partie d'un problème personnel. D'une demande de sa fille. Exactement, voilà. Il est arrivé avec sa fille qui passe son temps sur la tablette. Moi-même, je suis père, donc on est confronté à la même problématique. L'enfant qui passe son temps sur YouTube, mon fils, il a 2 ans. Il appelle, il me demande, il prétexte d'appeler sa grand-mère sur WhatsApp pour après raccrocher, aller directement sur YouTube. À 2 ans. À 2 ans. Ah oui. En fait, on est la dernière génération qui sait comment c'était avant. Il faut qu'on rentre quelque chose dans nos têtes et qu'on se dise que les petits de maintenant, la technologie, c'est inéluctable. Donc, on a beau avoir des gens qui sont contre les écrans, qui vont être partisans d'une éducation sans écran, mais il faut savoir que aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas faire ça. Et les enfants, et ça va être de pire en pire. Donc, on est parti de ce postulat et on s'est dit, quitte à ce que les enfants soient face à la technologie, autant la rendre agréable, autant la cadrer et autant l'utiliser à bon escient pour développer la potentialité des enfants. Et la mettre au service justement de l'apprentissage des langues. Donc à partir de là, Ahmed développe un outil d'apprentissage de l'anglais. Voilà. Lui-même, c'était une bombe en anglais. Il parlait pas anglais. Il est autodidacte. Il sort d'un BEP. Donc le truc, c'est que c'est toute l'histoire, en fait, au-delà de l'apprentissage des langues, de la persévérance, de l'entrepreneuriat, du fait de croire en ses rêves, etc. Et le truc, en fait, c'est que lui, il a aussi une autre problématique, qui vient pas de sa fille, mais de lui-même, c'est qu'il était dyspraxique du langage. Muet jusqu'à l'âge de 6 ans. Il savait pas parler, il a fait tout le parcours psychomotricien, en situation d'échec scolaire. Et avec ça, en fait, il s'est dit que, au-delà du fait qu'il y a la problématique des écrans, on a 20% des enfants, selon les statistiques, qui sont mis au banc du système scolaire parce qu'ils n'ont pas les outils adaptés. Donc, tout au début, en fait, l'idée, c'était, pour revenir à la jeunesse du projet, de développer une thérapie qui était destinée aux enfants atteints de troubles. Qui allait faciliter en fait l'apprentissage de ces enfants, leur intégration dans le process éducatif. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça pouvait aider tout le monde. Et on a trouvé aussi des études scientifiques sur lesquelles on s'est basé qui promeuvent en fait l'intérêt de la réalité augmentée, des technologies immersives dans l'apprentissage des langues. Et on s'est dit, si ça peut aider tout le monde, on va faire en fait un produit grand public avec une approche inclusive. Donc la méthode que vous proposez est adaptée aux enfants qui sont 10, la grande famille des 10, mais aussi aux autistes, avec des polices de caractère qui sont adaptées spécifiquement pour eux. Exactement, voilà, il y a plusieurs choses. Il y a la police de caractère qui est open source, la police handicap qui est utilisée par les orthophonistes, et après il y a tout le process en fait qu'on a designé, en fait la pédagogie qu'on a designée avec des ergothérapeutes, psychomotriciens, qui permet en fait l'ancrage mémoriel et de faciliter en fait l'apprentissage des enfants. Bon, le produit s'appelle Mirabeau. Mirabo, exactement. Comme le pont, mais voilà, le pont porte le nom d'un... C'est ça. D'un député, donc voilà. Voilà, le premier député issu du tiers-État. L'idée, c'était vraiment d'avoir un produit made in France, de faire un clin d'œil justement à cette histoire. Et l'idée aussi, c'est de dire qu'on peut avoir justement un rayonnement technologique à l'échelle mondiale, tout en créant de la valeur, des emplois et des produits en France. Bon, c'est la méthode donc d'un geek autodidacte, on l'a compris tout à l'heure, qui s'appelle Ahmed. Et donc, pour sa fille, il a mis et inventé un outil qui lui permet d'apprendre l'anglais. Alors, de quoi ça se compose cet outil ? Expliquez-nous un petit peu, on fait de la radio, on va faire passer des images. Alors, le kit, en fait, il se compose d'un casque de réalité virtuelle sur lequel on plug le smartphone. Donc, il y a un livre avec un chevalet justement pour le confort d'utilisation, pour que les enfants puissent faire tenir le livre et faire tourner les pages tout seul. Et du coup, en fait, quand on met l'application est compatible à la fois sur smartphone mais également sur tablette. On a 55 leçons d'anglais. 55 leçons.
Et donc, avec le même livre, on peut faire défiler les leçons. Donc, tout défile en fait sur la page. Et sur une leçon, je disais tout à l'heure que voilà, les écrans, c'est inévitable, mais on n'a pas non plus vocation à mettre les enfants, à scotcher les enfants sur les écrans. Une leçon, c'est pas fait pour durer plus de 10 minutes. Et sur une leçon, en fait, il y a 6 mots de vocabulaire. 3 mots, 3 noms et 3 actions. Et du coup, après, on fait jouer les enfants en leur posant des questions, etc. via la leçon. Il y a différents univers également. Différents univers, un univers pirate, un univers animaux, un univers famille royale. Et l'idée, en fait, c'est de favoriser l'apprentissage situationnel. C'est-à-dire qu'on met les enfants dans un univers, on les met dans des situations, et à travers ça, ils vont apprendre des métiers, ils vont apprendre les instruments de musique, ils vont apprendre le sport, etc. Ça s'adresse à des enfants qui ont quel âge ? Alors, c'est à partir de 6 ans. Parce que Kim était largement dans l'âge, il a 6 ans et demi. Oui, c'est à partir de 6 ans et ça va plus loin. On a un vrai problème, pour être sérieux, on a un vrai problème sur l'apprentissage des langues en France. 95% des gens en France, de manière générale, étudient l'anglais, seulement 15% ont un bon niveau. Et en primaire, c'est encore pire. L'apprentissage de l'anglais, et les parents qui nous écoutent le savent mieux que moi, il est sujet à la disponibilité, à la compétence du prof. C'est-à-dire on peut avoir des enfants qui ont la chance d'avoir un prof passionné d'anglais, donc qui va s'impliquer dans l'apprentissage de l'anglais. Donc à 6-7 ans, ils ont déjà quelques bases. Et on a des enfants en fait qui arrivent au collège et qui n'ont pas eu de prof, qui n'ont pas croisé de prof qui avait des compétences en anglais. Et du coup, ces enfants-là, en 6e, ils sont complètement débutants. Et donc, à partir de là, on se dit que ça couvre justement de 6 à 12 ans. Il y a des parents qui nous écoutent qui n'ont pas eu la chance d'apprendre l'anglais ou alors qui parlent pas du tout anglais. À quelle distance les parents se tiennent de l'apprentissage à ce moment-là ? Est-ce qu'ils peuvent être là et accompagner leurs enfants ? Alors, on a 2 modes de jeu justement. On a développé ces 2 modes de jeu pour vraiment faciliter l'apprentissage. Donc, il y a le mode où, en réalité virtuelle, l'enfant met le casque et il peut jouer tout seul et apprendre tout seul. Et il y a le mode tablette justement où l'enfant peut tenir la tablette avec ses parents et après, ils peuvent jouer ensemble et se confronter les idées, se challenger. D'accord, mais pas besoin de parler anglais pour accompagner ses enfants. Non, justement, les parents peuvent apprendre avec l'enfant. Alors comment ça marche et pourquoi ça marche justement par rapport à une méthode, on va dire, classique ? Donc Ahmed, mon associé, l'aurait dit mieux que moi, mais Maria Montessori avait une phrase qui nous a beaucoup inspiré, qui dit en fait que c'est pas forcément les outils qui captent l'attention qui sont les meilleurs, mais c'est surtout ceux qui maintiennent l'attention des enfants justement concentrés. Et c'est seulement à partir de là qu'on obtient des résultats stupéfiants. Donc on a beaucoup de théories, l'apprentissage par le jeu, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup la théorie d'Idrissa Berkane, le love can do. Et en fait, c'est attirer les enfants sur ceux qu'ils aiment. Et love can do, oui. Exactement, voilà. Donc après, en fait, si à vous partir aimez du moment où on fait ce qu'on aime, voilà, Confucius le disait aussi, si je travaille dans ce que j'aime, je vais jamais travailler de ma vie. Et donc voilà, on attrape les enfants par ceux qu'ils aiment, on les capte par des univers justement qui sont captivants, la réalité augmentée, la tech. Nous, on a des enfants en fait qui, avec le casque, ils disent mais vous vous rendez compte, c'est un luxe d'avoir un casque de réalité virtuelle. Donc on les capte par quelque chose vraiment qui les attire. Et à partir de là, en fait, ils se rendent même pas compte qu'ils apprennent. Alors ça coûte combien ? Parce que là, vous êtes venu avec, donc il y a un kit Mirabeau. De quoi se compose le kit ? Alors, on a le casque de réalité virtuelle, on a le livre, le chevalet. Ouais. Donc, avec tout ça, il y a 55 leçons d'anglais. Et le prix de base, justement, c'est 39 €. Ouais. C'est en promo pour le Black Friday. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous le faites démarrer, vous, le Black Friday. Ça a commencé là déjà. On fait téléachat, mais quand on voit toutes les méthodes qu'ils vendent aujourd'hui et toutes les formations, le prix des formations, c'est vraiment... c'est même si c'est un budget pour les gens, c'est bon marché. Oui, l'idée c'était vraiment d'apporter de la qualité et de démocratiser l'éducation. Et c'est français ? C'est français, made in France, exactement. Et le casque ? Le casque, il est importé. Bon, il y a quand même aussi une histoire de développement. Comment est-ce que vous avez réussi à bâtir un business model autour d'une idée qui naît dans cette chambre ? C'est très difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il faut s'accrocher. Maintenant, on a mis 4 ans à développer le produit. Donc au début, c'est né dans la chambre d'Ahmed, on commençait à travailler sur l'idée, etc. Au début, il faut savoir qu'on était vraiment très en avance en termes technologiques. On a eu la chance de l'avènement de Pokémon Go qui a démocratisé un peu la réalité augmentée, ce qui fait que voilà, Google, Apple, ils ont mis à jour pas mal de choses sur les applications. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à réaliser quelque chose qui était encore en avance sur son temps, mais qui nous a permis justement de développer ça. Après, c'est vraiment tout le côté développement d'une start-up, recherche de financement, etc. Ouais. Là, c'est vraiment l'esprit start-up, hein.
Exactement. Donc en fait, on avait un prototype, une petite application avec des casques qu'on achetait, sur le marché pour tester le produit. La première phase, en fait, ça a été de tester. Donc on a testé, on est parti sur des salons, on a fait le salon Startup for Kids, des petits salons à l'école 42, etc. Donc on a réussi à confronter ça avec les parents, parce que voilà, une startup, l'idée c'est vraiment, avant même de développer un produit et de s'engager sur des coûts et sur des dépenses, de tester en fait la pertinence de son idée. Donc ça, c'est la première des choses. Après, l'anecdote, c'est quoi? C'est une fois, j'étais devant TF1 un dimanche, je vois un reportage avec le salon du jouet en Allemagne. Et donc j'appelle Ahmed, je lui dis bon, il y a un salon en Allemagne, il faut qu'on y aille. Une énorme foire du jouet. Exactement. C'est où? C'est Francfort ou c'est où? C'est Nuremberg. Donc le salon international du jouet, plus de 100 000 visiteurs. Le pays de Lego. Exactement. Legoland. Et donc après, à partir de là, on a pris notre voiture avec notre boîte et on est allé sans avoir de stand ni rien du tout. Et on est parti, on a démarché, on est allé voir les acheteurs, les fabricants. On est surtout parti pour faire de la veille. Donc, et voir un peu comment ça se passait au niveau du marché du jouet, vérifier est-ce que il y avait, faire un peu de veille, savoir qu'est-ce qui se faisait d'un point de vue technologique, etc. Et là, on a vraiment réalisé qu'on avait une certaine avance. Et après, à partir de là, on a trouvé un partenaire avec lequel on a travaillé. On a réussi justement à tester au niveau local en France sur justement des acheteurs, des professionnels du jouet. Et c'est là qu'on a attiré l'attention justement de distributeurs, notamment d'Amazon. Et après, de fil en aiguille, ça s'est développé. D'accord. Vous parlez de jouet, alors que c'est entre le jouet et l'outil d'apprentissage? Bien sûr. Après, maintenant, le truc, c'est qu'en tant que start-up, il faut trouver son marché. L'une des idées principales, l'un des concepts principaux quand on parle de start-up et d'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle le product market fit. J'ai une idée, il faut qu'elle rencontre son public et l'offre et la demande se rencontrent dans un marché. Et donc, pour nous, ce qui était le plus facile, le plus pragmatique, comme on est dans l'apprentissage par le jeu, c'est de rentrer sur la niche en fait du jouet éducatif. Après, bien évidemment, il y a énormément de possibilités de développement en termes de marché, en termes de territoire au niveau mondial. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de commencer quelque part. On a commencé par le jouet. Vous avez testé sur des profs? On a testé sur des enfants avant de tester sur des profs. Mais on a testé, sur des classes. On a testé sur plus de 500 enfants, sur des classes à la fois d'élèves dits entre guillemets sains, mais aussi avec des classes Ulysse ou avec des enfants atteints de troubles de l'apprentissage, que ce soit de l'hyperactivité, même de la trisomie, et les résultats se sont avérés vraiment bluffants. On l'a dit tout à l'heure, mais vous avez des polices de caractère qui leur sont adaptées. Qu'est-ce qu'elles ont de différent, par exemple, les polices de caractère qui s'adressent aux 10? Moi, je suis pas spécialiste, mais c'est clairement au niveau du design que ça se différencie. C'est-à-dire que franchement, je suis pas spécialiste, mais on va dire qu'en fait, les angles sont beaucoup plus épurés, etc., ce qui permet à l'enfant d'avoir une lecture beaucoup plus fluide de la police. Pour l'instant, vous êtes développé pour l'anglais. Est-ce que vous imaginez le faire en espagnol, en allemand, sur d'autres langues, ou ça va rester centré sur l'anglais? Non, bien sûr. On a deux idées de développement. Une idée qui soit verticale, c'est-à-dire que pour l'anglais, c'est de développer la formation à d'autres niveaux, donc collégien, lycéen, pourquoi pas même la formation professionnelle. Et après, il y a aussi l'horizontale, c'est-à-dire faire d'autres langues. On aimerait faire du français et de l'espagnol là déjà pour 2021, et après attaquer d'autres langues, l'arabe, le chinois, etc. Voilà, sur le même principe. Bon, ça s'appelle Mirabo. Mirabo. Vous avez un site, comment ça se passe si on veut vous trouver? Voilà, donc www.mirabolabs.com, et aussi sur Facebook, Instagram, donc n'hésitez pas à liker, voir un peu ce qu'on fait. Et on peut commander aujourd'hui, et on est livré, parce que dans ces moments de confinement... Exactement, vous pouvez être livré en 48 heures directement sur le site. On va s'intéresser à l'espagnol, et nous avons Ibtissem Wadi Chouchan. Bienvenue. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour Philippe, bonjour Edouane. Bonjour. Vous êtes professeur en classe préparatoire littéraire à l'Université de Lorraine, Ibtissem. Tout à fait. Et vous, c'est l'espagnol à la portée de tous. On va voir ça dans un instant. Je vous demande si vous voulez bien accueillir Fatima, qui nous appelle du nord de la France. Fatima, bienvenue. Fatima. Oui, bonjour, excusez-moi. Alors, je vais éteindre, j'ai écouté la radio, donc je pensais pas que vous me prendriez maintenant. Désolée. J'appelle pour poser une question concernant Mirabo. Je voulais savoir si ça allait évoluer dans le temps. D'abord, jusqu'à quel âge on peut l'utiliser par rapport au niveau d'anglais? Est-ce qu'on peut le comparer au niveau scolaire, par exemple collège, lycée?
et savoir s'il allait évoluer dans le temps. Et quand vous dites évoluer, c'est-à-dire avec plus de niveau ou Bien sûr. Voilà, avec l'enfant, plus de niveau. Merci Fatima pour cette question très pertinente. Oui, ça va évoluer. Maintenant, comme je le disais, on va faire évoluer à la fois sur l'anglais en ajoutant des niveaux, mais également sur d'autres langues. Et ensuite, au niveau en termes de niveau scolaire, pour l'instant, c'est complémentaire au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'on a des thèmes, on aborde des mots de vocabulaire, des actions. Et après, ça devrait arriver à se caler justement sur le niveau scolaire, notamment sur le cadre européen de référentiel des langues. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est les niveaux A1, A2, C1, C2. Donc l'idée, c'est vraiment de faire évoluer l'outil sur ces niveaux-là. Mais pour le moment, ça reste niveau primaire avec 200 mots de vocabulaire. Je vous rassure, il y a quand même des enfants de collège qui, en avançant sur les niveaux, commence à trouver de la difficulté parce qu'il y a quand même des mots assez techniques qui arrivent par la suite. c'est facile au début, puis après ça se corse. Exactement, voilà. D'accord, Fatima, très bien. vous avez des enfants, vous, Fatima? Oui, mais ils sont déjà au lycée et collège. Mais bon, je pensais aux neveux, par exemple. Ça peut être intéressant. Oui, clairement. Merci Fatima pour votre question. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Plaisir. Ibtissem, il faut combien de mots d'une langue pour commencer à se débrouiller? Écoutez, il y a des études qui ont été menées et qui mettent en évidence le fait qu'en réalité, on peut utiliser 10 verbes, 10 adjectifs et 10 noms. On peut déjà créer une communication basique. Donc on peut dire, voilà, j'ai faim, je voudrais dormir. On peut dire aidez-moi, moi aidez-toi. Donc c'est un peu, si vous voulez, rudimentaire, mais il faut savoir, et c'est un peu mon postulat, que le premier rapport est d'essayer de s'exprimer dans l'idée de transmettre un message avant tout. Et la correction linguistique, à mon sens, vient après. Ça, c'est très important dans l'apprentissage des langues. Ouais. Alors vous avez un site qui s'appelle SpanishMotivation.com. Je crois que vous le dites en anglais, motivation. Hein. Oui, motivation. Très bien. Et c'est grâce à une enseignante d'espagnol qui vous avait repéré que vous êtes devenue l'enseignante d'espagnol que vous êtes aujourd'hui et la pédagogue que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il faut savoir que quand j'étais au collège, j'étais très loquace, un peu dissipée, et cette enseignante avait décidé de me prendre un petit peu à partie et de m'isoler derrière une porte, en fait, pour que je puisse suivre le cours. Donc, j'ai passé mon année de cette manière-là. J'ai un peu rongé mon frein, je vous avoue, au début, mais ça a été vraiment le déclic, parce que j'ai adoré cette langue et je me suis lancée pour proposer justement une pédagogie qui prend en compte ces difficultés des étudiants, des élèves qui sont un peu laissés de côté parce qu'il y a un manque d'attention qui est très important et qui peut être tout à fait légitime en raison de la méthodologie utilisée. Vous proposez une méthode d'apprentissage donc que vous avez inventée, positive, centrée sur la confiance en soi, le progrès et la réussite. Oui, tout à fait. Je mets en évidence effectivement l'idée que pour pouvoir apprendre une langue, en fait, j'utilise, si vous voulez, un parallèle avec l'apprentissage de la langue maternelle. Quand un enfant, autour de 2-3 ans, commence un petit peu à mettre en place un discours, quelques mots, quelques phrases, il est généralement entouré par la bienveillance de ses parents qui l'encouragent et qui l'amènent, en dépit d'un énoncé, si vous voulez, fautif, qui l'amène à se dépasser, et les parents eux-mêmes sont prédisposés à comprendre en fait le message. Et ça, c'est très important, alors que dans le système scolaire que moi j'ai pu découvrir aussi, on est plus dans une approche où lorsque l'élève prend la parole, il s'agit de viser tout de suite la correction, et donc l'élève, si vous voulez, est freiné dans ce souci et a un retour en arrière. Il y a vraiment une difficulté, un manque de confiance en soi qui bloque l'expression en langue vivante. Bien, Ahmed, l'inventeur de Mirabeau, vient de nous rejoindre. Bonjour Ahmed. Je vous ai vu bouger la tête, Redouane, sur ce que disait Ibtissem. Ah oui, c'est clair que ça fait clairement une résonance, nous, avec notre pédagogie et notre expérience au niveau linguistique. C'est-à-dire que au niveau déjà de Mirabeau, l'idée, c'est vraiment de donner confiance aux enfants dans l'apprentissage des langues par le jeu et aussi de dédramatiser l'erreur. Parce que tout à l'heure, je parlais des professeurs d'anglais en primaire, des instituteurs qui n'enseignaient pas l'anglais. Ils ont tous fait de l'anglais. Nous, en général, entre le collège et le lycée, on fait quasiment 700 heures d'anglais. Et c'est impensable de se dire qu'avec 700 heures d'anglais, on n'arrive pas à aligner 3 phrases. Et la principale problématique, c'est vraiment le frein psychologique et la barrière en fait qu'on se met. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire tomber grâce à la technologie en donnant confiance aux enfants.
Aussi, nous, Ahmed. on a pu détecter aussi, le manque d'apprentissage du vocabulaire. Donc avant de construire une phrase, il faut bien d'abord connaître des mots pour pouvoir construire cette fameuse phrase. Et avec Mirabeau, on facilite cet apprentissage du vocabulaire pour qu'à l'école, les enfants ont plus de confiance pour créer ces phrases-là. C'est 6 mots par jour, vous disiez 6 mots par leçon, oui. Par leçon, Redouane. Ibtissem, quelles sont les 10 habitudes efficaces qui nous permettent de progresser quand on apprend une langue ? Eh bien, la première habitude, et ça me semble vraiment la plus importante pour toute forme d'apprentissage, c'est le lâcher prise. C'est très important. Vous avez sûrement entendu dans votre entourage des personnes vous dire « je ne suis pas douée pour les langues, c'est pas pour moi ». En réalité, c'est que on a 90% de nos pensées, nos actions qui sont des habitudes. Et si on vous a dit à un moment donné « c'est pas fait pour toi les langues », l'étudiant ou l'élève a l'habitude de se dire « bon c'est pas fait pour moi ». Moi, j'ai eu des élèves avec qui c'était le contre-exemple. Des élèves qui m'ont dit « je suis nul en espagnol » et qui ont eu normal sup en espagnol. Donc on a vraiment le grand écart, si vous voulez, qui met en évidence que c'est possible. Pourquoi ? Parce que lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est aussi accepter que l'on sait des choses, ça c'est très important, et faire confiance à ce que j'appelle l'inconscient. Ça c'est très important, et comme outil, ce que je préconise, par exemple pour commencer un cours ou un apprentissage ou une leçon aussi, c'est ce que j'utilise aussi moi dans les cours que je propose, ce sont des exercices de cohérence cardiaque qui permettent vraiment déjà de rasséréner, de lâcher physiquement prise. C'est pour les grands là déjà, hein. Ouais, ça c'est pour les grands. Deuxième chose, je rejoins aussi. Alors c'est pour les grands et les petits aussi. Il existe des exercices qu'on peut faire aussi pour les enfants en cohérence cardiaque. Donc avoir un peu comment les agencer le cas échéant dans un cours. Deuxième habitude, elle a déjà été évoquée. C'était l'idée aussi d'accepter de faire des erreurs. Ça c'est super important. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'idée du parallèle que je faisais avec un enfant en bas âge qui apprend une langue. L'enfant il se soucie pas des erreurs en fait. La correction linguistique. Parfois, d'ailleurs, on trouve cela drôle, etc. Il y a une chercheuse justement qui évoque cela, c'est Madame donc Pepperpin, qui est Sharon Peppercamp, qui est chercheuse au CNRS, mais aussi au département d'études cognitives à Paris. Elle a travaillé pendant 15 ans justement sur l'apprentissage des langues vivantes, et elle met en évidence que il faut laisser lâcher prise dans le sens produire un discours sans pour autant viser la correction. Et justement, ce postulat m'a amené à réfléchir sur le parallèle qu'on peut établir entre l'apprentissage de la langue seconde, l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues, et la langue première. Il faut, à mon sens, 5 étapes. La première étape, c'est l'imprégnation. Quand on est enfant, on s'imprègne de sons, de bruits, déjà dans le ventre de sa maman, en fonction du pays où on est. On va s'imprégner de tout ce qui est spécifique au pays. Dans un deuxième temps, on va manipuler. Donc ça va être des bruits, des syllabes, des mots qu'on va mettre à l'envers. On va produire quelque chose. On va avoir une remédiation de la part des parents, de l'entourage. Et ensuite, s'approprier cette langue, ça c'est le moment où on va à l'école et on nous apprend les règles de grammaire en français et le fonctionnement, si vous voulez, un peu plus carré de la langue. Alors il y a une grande mode aujourd'hui dans l'apprentissage des langues, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Vous vous situez où vous, alors Ahmed, par rapport à l'immersion ? Moi je reprends ce que disait Maria Montessori. En fait, aujourd'hui, le plus grand challenge dans l'apprentissage, c'est bien sûr comment attirer cette attention et comment l'attirer aussi, maintenir cette attention. Et Maria Montessori disait que la problématique, c'est de trouver des outils qui permettent le maintien de cette attention pour avoir des résultats surprenants. Et grâce à la réalité virtuelle, les enfants sont immergés dans leurs leçons. C'est-à-dire qu'on coupe toute source de distraction autour d'eux pour créer un focus sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent, pour qu'il y ait ce commencement de mémoire, enfin de maintenir toute l'attention, tout le cerveau pour mémoriser facilement les mots. Ibtissem ? Oui, alors moi, concernant justement cette immersion, alors il faut vraiment bien définir le terme d'immersion. Quand on parle d'immersion, on a généralement tendance à engager les étudiants ou les élèves à aller à l'étranger, être en immersion. Eh bien, figurez-vous que ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si on ne met pas en place des outils... alors là, je vois Ibtissem, là, je vois que ça, il va y avoir un début de débat, là. Pourquoi ça fonctionne pas, l'immersion ? Ça fonctionne pas parce que, en fait, si vous voulez, si l'enfant n'est pas stimulé, donc là, il y a des stimuli, si vous voulez, dans la proposition donc de Redouane et d'Ahmed. Donc oui, ça fonctionne. Mais quand prenons le cas par exemple de personnes en France immigrées d'origine algérienne ou marocaine, par exemple nos parents. Beaucoup de nos parents ne maîtrisent pas le français. Pourtant, ils sont en immersion, ils sont dans la société française. Ils le maîtrisent pas pour le parler, mais ils le comprennent très bien.
Ça dépend. Moi, j'ai rencontré des personnes qui sont restées vraiment, si vous voulez, de manière très isolée. On peut prendre aussi Chinatown, des gens qui ne parlent pas du tout la langue. Parce qu'ils ont, si vous voulez, ils ont leurs enfants ou des amis qui peuvent les aider. Et donc, l'immersion, oui et non. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas en place dans une situation où il y a une communication, il y a une interaction, et il y a une imprégnation, et une volonté de le faire, ben ça ne fonctionne pas l'immersion. Moi, j'ai des étudiants qui ont passé 6 mois en Espagne, ils sont revenus avec le même niveau. Donc c'est pour ça que l'idée, effectivement, avec l'outil que proposent les intervenants, me semble intéressante, parce que là, on a quand même un enfant qui est acteur, qui doit réagir par rapport à des stimuli. Redouane, au lieu de vous tortiller sur votre siège. Non, mais la question de l'immersion, elle est clairement intéressante. Nous, ce qu'on dit, c'est que, voilà, au lieu d'envoyer les enfants en séjour linguistique ou autre, bah, achetez Mirabeau et immergez-vous dans le casque. Et c'est clair que l'enfant, il est vraiment dans l'environnement. Et il n'a d'autre choix, en fait, que de travailler sur la langue. Après, sur l'immersion, moi, j'apporterais quand même une petite nuance. C'est-à-dire que quand on parle de Chinatown ou de nos parents, ils sont en immersion en France, mais ils restent quand même dans un cadre ou dans un quartier dans lequel ils ont leurs habitudes, ils ont l'épicier qui parle arabe, et moi, pour ma propre expérience, j'ai appris l'arabe, je suis bilingue langue maternelle arabe, et j'ai une maîtrise de l'arabe parce que mes parents me laissaient 2 mois à Casablanca quand j'étais petit. Et tout seul peut-être. Tout seul, voilà, tout seul au milieu des gens. Voilà, l'immersion, ça fonctionne peut-être quand on est tout seul et qu'on n'a pas des gens qui peuvent vous servir. Exactement, en fait, il faut, comme le disait Petit Sem, c'est le lâcher prise, et c'est aussi être dos au mur. C'est-à-dire qu'on se met face à la situation et on va chercher dans ses réserves, on va puiser dans ses réserves et dans ses ressources pour justement exploiter son potentiel. Bah, ouais, moi, tout à fait. vous ressemblez parce que quand même, Ahmed et Petit Sem, vous êtes des pédagogues, mais au départ, vous avez créé le propre produit dont vous auriez aimé pouvoir bénéficier quand vous étiez jeunes, en fait, tous les deux. Oui. Tout à fait. C'est ça qui vous rassemble. Si vous voulez, je pense que c'est aussi un peu l'idée de on a un centre d'intérêt commun et à un moment donné, on se dit, bon, on l'a vécu aussi, on voit qu'il y a, si vous voulez, des choses à améliorer et je pense que c'est notre expérience qui nous a permis d'enrichir et de proposer aujourd'hui des choses qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est la richesse aussi des propositions que nous avançons aujourd'hui. Exactement. Après, moi, c'était vraiment parti d'un vrai problème personnel, vu que je suis autodidacte et j'ai dû apprendre tout seul tout ce qui est développement site internet, développement d'applications mobiles. Et on se rend compte de l'importance de l'anglais à ce moment-là, parce que le code est en anglais, les tutos sont en anglais. Quand il y a des nouvelles technologies, bah, c'est les Américains ou les Asiatiques qui ramènent ça sur le marché. Et du coup, quand on veut être les premiers à se former dessus, bah, il faut maîtriser l'anglais. Je me suis dit, bah, comment j'ai appris l'anglais à l'école, bah, c'était pas bon du tout. Et pour ma fille, quand j'ai vu ma fille, je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'elle finisse comme moi, enfin, qu'elle ait des problématiques en anglais, qu'elle puisse apprendre dès son jeune âge, comme j'aurais voulu moi-même, et comme Petit Sem, j'imagine, d'apprendre très tôt ces langues-là pour avoir une facilité dans le monde professionnel plus tard. Et puis c'est l'espagnol que vous avez choisi de proposer en premier. C'était courageux comme choix finalement. Oui et non, parce que si vous voulez, je maîtrise d'autres langues, mais je suis vraiment spécialiste de la langue en question. Je suis un peu perfectionniste, je vous avouerai, mais c'est cette idée de se dire, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Là, en l'occurrence, Redouane Ahmed, c'est l'anglais. Moi, c'est vraiment l'espagnol. Je pourrais proposer autre chose, mais pour l'instant, c'est vraiment cette idée de travailler sur l'espagnol, mais aussi mettre en évidence qu'il existe des ponts en termes d'apprentissage dans les langues, parce que je propose aussi des formations pour comment apprendre, gérer par exemple des notions de stress, de difficulté, comment s'organiser. Ce sont des outils qui sont aussi efficaces et utiles dans d'autres langues qu'on peut réutiliser. Quand on commence à apprendre des langues, et ça tous les linguistes vous le diront, ça devient un véritable jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai appris d'autres langues, mais c'est vraiment très stimulant. J'envisage ça comme étant de jouer avec les mots. Comme je parle de la stratégie puzzle, par exemple, cette idée de construire des phrases avec des verbes, des noms, etc. C'est vraiment ça. Pour apprendre une langue, c'est jouer avec les mots. La notion de plaisir aussi est très importante, d'appropriation personnelle, d'être acteur de son enseignement. Ahmed, vous êtes l'inventeur de Mirabeau, et vous dites qu'on gamifie aujourd'hui l'apprentissage des langues, et les apprentissages d'ailleurs, hein. La gamification, c'est... Exactement, aujourd'hui c'est le challenge de notre génération, où tout simplement, même dans le monde du travail, on essaie de gamifier le monde du travail avec comme les nouvelles méthodes de gestion de projet, les méthodes agiles, Scrum, etc. pour tout simplement beaucoup plus de productivité et rendre ça beaucoup plus engageant pour le collaborateur. Et à l'école, aujourd'hui, c'est aussi le même challenge, c'est comment engager beaucoup plus l'élève
dans l'apprentissage. Et dans n'importe quelle matière, on essaie de gamifier cet apprentissage, tout simplement. Si on prend l'histoire de l'école, comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé, c'était bien sûr pour la culture et pour l'évolution. À l'école, on a appris aux élèves à aller travailler à l'usine. C'était ça le but, enfin, dans l'histoire. De ce que je sais, bien évidemment. Maintenant, c'est apprends sur ton casque de réalité virtuelle et télétravail. Exactement. On essaie de rentrer dans cette nouvelle ère du numérique, du digital, où on essaie d'impliquer les enfants très tôt dans le digital, afin de leur faciliter, bien sûr, cet apprentissage, et aussi de se former aussi au digital. Si on voit les Américains, pourquoi ils sont très bons dans le digital et pourquoi c'est toujours eux les premiers à sortir des innovations soit techniques, soit commerciales, tout simplement, dès le jeune âge, dans les écoles aux États-Unis, ils ont accès au numérique. Ils ont des tablettes dès l'élémentaire, ils ont des tablettes, des iPads, des Mac équipés dans les écoles. On peut voir aussi que Google ont commencé en 2018 à équiper 70 000 écoles aux États-Unis avec un concept innovant qui est les VR Classroom, c'est-à-dire de pouvoir apprendre grâce à la réalité virtuelle dans les écoles, parce que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus engageant. On apprend l'histoire, la géographie et aussi la biologie. Et on voit le résultat, et de plus en plus de pays adoptent cette méthode d'apprentissage qui est grâce à la réalité virtuelle. On gagne plus de temps, les enfants sont beaucoup plus concentrés, immergés dans leurs leçons. C'est intéressant d'entendre que les enfants sont concentrés, parce que les profs vous disent que la concentration des enfants, elle s'est réduite. Et puis nous avons Ibtissem qui est avec nous. Vous avez un site qui s'appelle SpanishMotivation.com. Vous vous adressez à des apprenants qui ont quel âge, Ibtissem ? Alors c'est assez varié en fait, c'est ouvert d'un apprenant avec un niveau débutant, néo-débutant, à très perfectionné, puisque j'enseigne avec des étudiants qui sont en master, qui vont devenir professeurs d'espagnol aussi. Donc si vous voulez, vraiment le champ est assez large, et c'est plus l'adaptation de la méthode par rapport au profil de la personne. On parlait de la méthode Eli, vous nous avez parlé de la méthode puzzle, mais la méthode Eli, par référence donc à Eli Kakou, qu'est-ce que ça veut dire, Eli ? Alors simplement, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir les premières lettres des verbes, des actions à mener de manière quotidienne, pour avoir une petite routine quotidienne. J'ai pensé à utiliser donc ce moyen mnémotechnique, Eli. Alors première action, c'est écouter. Donc par exemple, pendant ce que j'appelle les temps morts, vous êtes dans le bus, vous allez faire vos courses, etc. Acclimatez-vous à la langue étrangère. Parce que quand on est habitué à la langue française et qu'on écoute, on va dans un pays étranger, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, tiens, on perçoit plus la langue étrangère comme un bruit, on a du mal à s'acclimater. Donc s'acclimater au son, au rythme, aux syllabes, pour ensuite pouvoir rentrer dans le sens. Donc ça, c'est la première chose à faire chaque jour. Deuxième chose à faire, lire. Ça, c'est pour développer la compréhension écrite en se focalisant sur le sens global. On ne donne pas d'importance aux mots isolés. Donc ça, c'est vraiment la deuxième routine importante, le L. Ensuite, troisième donc routine, qui est justement en lien étroit avec ce que propose Mirabeau, imaginer. Effectivement, des jeux de rôle, un dialogue imaginaire, visualiser en convoquant des sens, des situations dans un pays étranger. Donc là, c'est tout à fait judicieux d'avoir proposé cet outil. Ça rentre dans la stratégie Eli. Et dernière, le E, pour émotion, ressentir du plaisir, du bien-être. Quand on regarde une série télé, où on envoie un texto à la petite copine qui est espagnole ou portugaise, voilà. Donc c'est quand même cette idée de plaisir. On va s'y mettre, on va se forcer à écrire parce qu'on a cette idée de plaisir, de bien-être qui va être le résultat de cette action. Alors vous êtes tous là, vous n'êtes pas des pédagogues de formation. Ahmed, comment est-ce que vous avez fait pour élaborer votre pédagogie d'apprentissage ? C'est dans mon parcours en fait, tout simplement. Quand je commençais à apprendre, il fallait que je me mette à l'anglais. Et du coup, j'ai testé plein de manières d'apprendre. Et la plus efficace, c'était la gamification sur les applications qui gamifient cet apprentissage. Et je me suis dit, en fait, c'est comme ça qu'on devrait apprendre tout simplement. En plus d'une manière, moi, comment je l'ai appris à l'école, c'était des longues listes de vocabulaire à apprendre par cœur à la maison. Il fallait avoir la motivation entre la play et entre les amis. Le choix était vite fait. Par contre, ce qui m'a engagé, c'était cette gamification. Et à ce moment-là, je me suis dit, prendre beaucoup de cette manière d'apprendre et d'essayer de mélanger cette manière et de créer quelque chose d'unique. Et vous, Ibtissem ?
Alors moi, si vous voulez, c'est que quand j'étais petite, j'étais aussi bilingue, donc j'ai appris d'abord comme langue première l'arabe. Et quand j'étais à l'école maternelle, je m'exprimais en arabe, donc la maîtresse a appris un petit peu, elle a signalé à mes parents que j'utilisais des mots qu'elle ne comprenait pas. Et si vous voulez, c'est après, j'ai eu donc ce déclic vraiment qui est lié à mon histoire personnelle. Et c'est donc généralement quand on a justement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment exposer les enfants à une langue étrangère tout petit, ne pas hésiter à prendre, je sais pas moi, une nounou ou une babysitter, donc qui maîtrise une langue étrangère, parce que tout de suite ça crée, si vous voulez, une aptitude, une appétence à l'ouverture linguistique. Et c'est ce qui s'est produit après. J'étais très bonne aussi en anglais. Après j'ai développé l'espagnol, j'ai appris le portugais, le catalan. Voilà, il y a plein de langues après qui se mettent en place parce que c'est un véritable jeu. C'est l'apprentissage d'une langue est un jeu. Mais vous aviez pas un parcours typique, hein, vous étiez un peu une élève rebelle. Alors oui, au collège, effectivement, j'étais une élève rebelle, de sorte que quand j'étais au lycée aussi, je bavardais tout le temps, j'étais limite exclue du cours en raison de ma loquacité. Et d'ailleurs, mon professeur d'espagnol que j'ai eu en terminale a dit qu'il était quand même étonné de me voir devenir prof, parce qu'il m'a dit mais c'était quand même terrible. Et donc je me suis dit concrètement au niveau de mon orientation, qu'est-ce que j'aime faire ? Ben parler. Et qu'est-ce que je peux faire comme métier ? Donc pour parler et échanger avec les gens, c'était vraiment deux éléments en lien. J'aimais bien aussi l'espagnol et puis voilà, donc la profession, si vous voulez, l'idée d'être prof d'espagnol est apparue comme une évidence parce que on me payait pour parler et échanger avec les gens, donc ce contact et puis voilà, cette idée d'apprendre, un apprentissage continuel aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée. Alors, ce qui est intéressant dans votre méthode, c'est que c'est un petit peu, alors pour ceux qui ont fait Wall Street English, ça peut ressembler dans certains modules, mais vous avez rajouté tout ce qui est développement personnel. Vous parliez tout à l'heure de cohérence cardiaque, mais tous ces outils-là en plus, vous. Oui, c'est super important. C'est pour ça que j'ai appelé mon site. Et c'est aussi, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est Spanish Motivation 8. Je mets très régulièrement des petites pensées en lien avec le développement personnel parce que si on veut apprendre quelque chose, il faut déjà se sentir bien. Je prenais tout à l'heure le parallèle avec l'apprentissage d'un enfant de sa langue maternelle. Il se sent en sécurité et se sent bien. Donc il faut que le bien-être, ça soit le premier tremplin à l'apprentissage. Si on ne se sent pas bien, si on n'est pas disposé à accueillir cet apprentissage, ça va bloquer. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi et j'ai trouvé aussi que ces outils, j'utilise aussi par exemple des outils de mémorisation, des outils pour synthétiser aussi. Par exemple, au moment des examens, on voit beaucoup d'étudiants un peu débordés, qui ont du mal à s'organiser, d'autant plus dans cette période de confinement où à l'université, ils sont en distanciel. Au lycée, c'est aussi laborieux, ils viennent un jour sur deux. Donc c'est vraiment l'idée de donner des outils aux gens parce qu'ils en ont besoin, on l'a vu avec cette période de crise, pour pouvoir aussi gagner en autonomie et en efficacité. D'accord, vous faites des mind maps en espagnol ? Alors oui, le mind map peut être effectivement un outil très intéressant. L'idée aussi, c'est d'essayer de structurer sa pensée pour aller à l'essentiel. Donc il y a ça aussi, on travaille sur ça. La gestion du stress, la motivation, comment on peut organiser aussi, si vous voulez, quand on est étudiant ou élève au lycée, il faut savoir aussi que on doit organiser son emploi du temps. Moi, je suis en prépa, c'est-à-dire qu'on a des fois des étudiants qui sont saturés, qui travaillent tout le temps. Et je leur dis, mais ça ne va pas, c'est pas la bonne méthode. On me dit non, mais vous comprenez, vous nous dites qu'il faut qu'on prenne du temps, mais c'est pas possible. Si c'est possible et c'est essentiel d'organiser un emploi du temps sur la semaine et de se dire je vais prendre 1 heure, 2 heures pour faire quelque chose que j'apprécie, un bien-être, un moment de calme pour moi. Et ça, c'est un élément très important qui va vous ressourcer et vous donner beaucoup plus d'énergie pour travailler de manière efficace. Et c'est ce que je dis aux étudiants, travailler efficacement, rapidement, c'est ce qu'on vous apprend. Et il faut des méthodes pour ça. Alors, Ahmed, on n'avait pas la réponse tout à l'heure. Mirabeau s'est aussi adapté aux enfants qui sont 10, à tous les 10. Alors, il y a une police de caractère particulière. Qu'est-ce qu'elle a, cette police de caractère ? C'est une police qui s'appelle Handicap, qui a été créée spécifiquement pour les enfants 10 par des scientifiques. Tout simplement, en France, c'est pratiquement 10% des élèves scolarisés qui sont atteints de troubles de l'apprentissage. Et déjà, ils ont des difficultés en français dans les langues normales. Et en anglais, pour certaines classes, on leur a complètement dit que l'anglais c'est pas intéressant pour eux, tout simplement parce que après il se crée une inégalité des chances dans l'apprentissage. Tout simplement, on leur choisit des matières qui seront plus intéressantes pour eux, alors que l'anglais dans le monde digital est aussi plus intéressant que une majorité des matières, si je peux me permettre. Donc du coup, on a créé cette pédagogie aussi avec des ergothérapeutes et des psychomotriciennes. Le but est de créer une pédagogie universelle pour arrêter cette marginalisation des enfants dès le jeune âge.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on est 10, TDA ou autistes, ou voire même trisomie. Alors TDA, c'est Troubles déficitaires de l'attention. C'est des enfants qui ont beaucoup de mal à se concentrer. on appelait les hyperactifs à une époque. Il y a les hyperactifs c'est aussi un trouble associé. Donc on a les TDA normales, enfin qui ont des problèmes de troubles des troubles d'attention, et on a ils peuvent aussi comment expliquer L'hyperactivité en plus. C'est ça. Et du coup, on s'est dit on peut pas oublier ces enfants-là dans l'apprentissage. Si on continue dans ce monde-là, on va toujours marginaliser des enfants, quelles que soient leurs difficultés. Et du coup, on s'est dit il faut qu'on trouve une manière d'apprendre d'une manière universelle à tout le monde, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit leur handicap, ou quelle que soit leur envie. Comme disait Petit Sem, le plus important est aussi le côté développement personnel. Mais pour nous, je dirais que le plus important, c'est d'expliquer l'importance d'apprendre une langue. Sans comprendre pourquoi on apprend une langue, il n'y a pas d'intérêt. Si on apprend l'anglais pour l'anglais, ensuite quand ils grandissent, qu'est-ce qu'on fait de l'anglais ? Mon but c'est de travailler sans l'anglais, même si c'est important. Donc pour moi le plus important c'est d'abord leur expliquer pourquoi on apprend l'anglais et ensuite de faire du développement personnel. Bien, alors Mirabeau, on le trouve où, Ahmed ? Sur Amazon, sur Fnac, Darty et sur nos sites e-commerce. Et bientôt... Comment il s'appelle votre site e-commerce ? Mirabolabs.com. Donc Mirabeau, c'est Irabo, LABS pour labs et .com. Bon, j'aime pas beaucoup le Black Friday, mais bon, il est en promo pour le Black Friday, donc c'est 29 € pour un outil français, il faut le dire, et une méthode française élaborée en France. Ibtissem, on vous trouve où ? Alors moi, on me trouve donc sur Instagram, Spanish Motivation 8, et le site aussi est disponible et je vais tout lancer vers mi-décembre justement. Donc il y aura des offres de lancement. Donc pour l'instant, j'ai mon site qui est là, etc. Je propose non seulement des coachings, des formations en e-learning. Donc le site c'est SpanishMotivation.com. Il y a de l'individuel et il y a du collectif. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Tout à fait. Il faut vraiment rentrer pour regarder. Et c'est pas spécifiquement pour l'espagnol. Il y a des gens aussi qui peuvent, des étudiants qui ont des problèmes pour s'organiser, des enseignants aussi. J'ai été contactée par une enseignante que j'ai suivie qui a du mal à faire des cours ou avec qui elle a des problèmes avec sa classe. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Bien, et on pourra se familiariser avec les trabalenguas. Muy bien, Felipe. Voilà. Alors là, moi j'ai du travail à faire, je peux dire. Trabalenguas, rapidement pour tout le monde, c'est quoi ? Trabalenguas, ce sont des exercices justement phonétiques qui permettent à une personne d'améliorer sa prononciation linguistique. Par exemple, Ramón Ramírez encuentra un ratón. Voilà, je dis ça un peu comme ça. C'est des phrases un peu qui n'ont pas forcément un sens, mais l'idée c'est de pouvoir pratiquer les sons comme la R, la J, etc. Parfait. Merci Ibtissem d'avoir été avec nous ce matin. Redouane, Ahmed, merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission sur la chaîne beurrefm .net. Vous avez le podcast qui sera disponible d'ici quelques heures et vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée santé.